D'abord, sur le fond, est-ce que le chef d'état-major britannique Richard Leighton a raison lorsqu'il indique qu'il faut être prêt bientôt à une guerre contre la Russie? Tout d'abord, c'est dans la suite du général Mandon, du Premier ministre, du chancelier allemand, et puis évidemment rappelons-nous, Mark Rutte, la semaine dernière, le secrétaire général à l'OTAN, avait déjà eu des phrases extrêmement dures. Donc en fait, on assiste très concrètement à la montée en puissance intellectuelle des Européens. Pourquoi? Parce que je sache, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose. Depuis 2022, l'armée française, un exemple, combien d'avions supplémentaires, combien de bateaux supplémentaires, combien de soldats supplémentaires? Zéro. Sommes-nous rentrés en économie de guerre? Pas du tout. Le problème aujourd'hui, c'est que nos hommes politiques négocient à Berlin la possibilité pour les armées européennes d'être éventuellement dans une force de quelque chose, d'interposition, une force de réassurance, de ce qu'on voudra, etc. Donc il faut être prêt à ça. Premier point. Deuxième point, on a un adversaire, pour pas dire un ennemi, potentiel, qui sont les Russes. Ils font la guerre depuis déjà 4 ans, avec une armée qui est aguerrie et qui est capable de faire des choses plutôt agressives. Donc c'est la prise en compte de cette menace, la prise en compte de ce danger, entre guillemets, qui fait que l'ensemble des armées européennes battent leur appel quelque part. Et là, le chef d'état-major de l'armée, de l'armée britannique, le général Leighton, qui est un aviateur, il est il fait une opération de service après-vente après le Premier ministre britannique, qui dit la même chose. Le général Mandon, il est en service après-vente de ce que dit le général Macron. Donc en fait, c'est la mise en cohérence du niveau politique avec le niveau militaire. Donc c'est pas plus mal. On va vers quelque chose qui fait que nos armées vont se redurcir. Sachant que, et je termine là-dessus, sachant que depuis 1990 et la chute du mur, c'était un petit peu la fête au village. Très concrètement, la distribution des dividendes de la paix, l'ensemble de nos armées a baissé en effectif, en matériel. Donc c'est une prise de conscience de notre faiblesse. Et si on veut jouer dans la cour des grands, il faut que nos armées reprennent de la force et de la vigueur. Xavier Giacomini, ça veut dire que ça y est, l'Europe a compris, elle est consciente maintenant que la guerre est à ses portes? L'Europe commence à comprendre. Je ne pense pas que tous les pays européens aient compris au même niveau que les Français, les Allemands, les Britanniques, les Baltes, évidemment, pour des raisons historiques, les Polonais. Mais il y a une montée en puissance de cette compréhension. Mais au-delà évidemment, il faut muscler nos armées. On a beaucoup trop baissé les bras avec ces fameuses dividendes de la paix. Et il faut aussi que chaque citoyen soit conscient de ce qui est en train de se passer en Europe. On ne vit plus dans un état de paix permanent, comme on avait cru pouvoir vivre encore des dizaines et des dizaines d'années. Il y a une menace. La menace est de plus en plus tangible. L'Ukraine n'est pas le seul pays que veut à terme annexer, récupérer Vladimir Poutine. Il faut être prêt, mais il faut que chacun d'entre nous soit prêt. Ce qui est intéressant dans les propos du chef d'état-major britannique, c'est qu'en fait, il reprend ceux du général Mandon. Cette notion de sacrifice. Faire la guerre, c'est forcément un sacrifice. Alors, il y a le sacrifice ultime, celui de donner sa vie pour la nation. Les enfants de la nation qui donnent leur vie. On a beaucoup glosé sur ce terme. Moi, je pense qu'il était tout à fait exact et juste dans la bouche du général Mandon, chef d'état-major. Et puis, il y a le sacrifice qu'on doit tous faire, peut-être d'un point de vue économique, sur notre confort à nous. Alors évidemment, en France, on a d'énormes difficultés budgétaires. On se dit que finalement, on pourrait ne pas aider l'Ukraine et puis en bénéficier plus pour nous, pour garder notre niveau, par exemple, d'aide sociale, notre confort de tous les jours. Mais là, l'effort, il est à faire maintenant. Les risques sont de plus en plus avérés. Sébastien Ambis, votre avis sur cette... Oui, pour compléter ce qui a été dit, en effet, on voit bien que depuis le Covid et avec ce conflit en Ukraine, sur le continent européen, il faut faire un réarmement, mais général. Et en fait, ce réarmement général, il est évidemment dans le capacitaire militaire, il est dans la prise de conscience dans les états d'esprit que finalement le risque existe, et ces risques ils peuvent être sanitaires, ils peuvent être sécuritaires, mais il y a aussi un réarmement économique, industriel, scientifique même à faire, parce qu'on s'est peut-être endormi. On s'est endormi, pourquoi? Parce qu'on a cru que des acquis étaient là pour toujours et qu'il n'y avait pas forcément besoin de les entretenir, de les cultiver. Et donc on a perdu des forces productives, on est moins bon dans des secteurs stratégiques, on a pensé que la planète entière allait travailler pour nous, Européens. Et nous, Européens, on allait pouvoir en plus continuer à décider ce qui était bien, pas bien, ce qu'il fallait faire, etc. Donc, en fait, tout ça est derrière nous, définitivement. Et c'est vrai que dans les prises de parole ces dernières semaines, sur le plan militaire, je crois qu'il y a un écho plus grand sur lequel nous tous, nous devons réfléchir. C'est finalement droit et devoir en démocratie. Et dans nos démocraties européennes,
dont on dit qu'elles sont un peu fatiguées, dont elles sont malmenées aussi par des puissances extérieures qui essayent de torpiller ce qui fait nos forces à nous, Européens, nous avons des démocraties où nous devons redonner à l'ensemble des citoyens conscience que la base de la sécurité, le fait d'être protégé, d'avoir des droits, d'avoir des libertés, ça ne tombe pas du ciel et ça mérite un entretien permanent. Encore une fois, d'un point de vue sécuritaire, mais d'un point de vue économique, nous avons beaucoup d'atouts aujourd'hui en Europe. Or, en démocratie, une économie qui va à l'envers, c'est des démocraties qui se fragilisent. On doit aussi réarmer tout le monde sur le plan que, pour rester fort en démocratie, pour pouvoir être fort sur le plan sécuritaire, on a besoin d'économie, et donc de produire et d'avoir des secteurs d'activité qui font sens en 2025. Violeta Mosquelou, un mot juste, après je vous laisse parler, mais lorsqu'on emploie le mot de sacrifice, vous connaissez très bien, vous suivez la guerre en Ukraine quotidiennement, j'imagine. C'est ça, l'Europe doit être prête maintenant à faire des sacrifices? L'Ukraine fait des sacrifices pour l'Europe et je voudrais rappeler que depuis la révolution Euromaïdan, en fait, depuis novembre-décembre 2013, les Ukrainiens sont les seuls sur le continent européen à avoir versé le sang sous le drapeau européen et pour l'idée européenne, en fait, et pour les valeurs européennes. Et c'est pour ça que ça fait super mal au cœur de voir les Européens regarder comme ça, penser que cette guerre peut passer à côté. Ce n'est pas une guerre qui passera à côté, c'est une guerre qui se déroule sur le continent européen et l'Europe est menacée. C'est une question de lucidité. Je voulais nuancer le propos du colonel. Vous dites que la Russie fait la guerre depuis 4 ans. Je suis désolée, la Russie fait la guerre depuis que Poutine est au pouvoir, en fait. Parce qu'il y a eu la guerre en Tchétchénie, il y a eu la guerre en Géorgie, et en Ukraine, depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Il y a la guerre, en fait. C'était juste sur un territoire un peu plus réduit. Sur le Donbass. Et à mon avis, on n'a pas le droit, face à l'histoire, de repêcher par myopie, comme on a fait en fin 2021, début 2022, quand les Américains disaient, avec tous les services de renseignement et tout ça, il va y avoir la guerre, et ils se préparent à envahir. Et nous, ici, on était un peu comme des bisounours. En fait, excusez-moi, mais tous les directeurs des différents services de renseignement européens ne voulaient pas croire ce qui était vraiment flagrant et évident. Et donc, on ne peut pas se permettre de répéter de nouveau cette erreur de myopie. Colonel Pierre Delong, je voulais vous faire réagir sur les propos de Fabien Mandon. On va les réécouter parce que vous avez tous parlé des propos et vous dites, en somme, que ça fait écho à ces propos du chef d'état-major français. On va réécouter ces propos, puis après je vais vous poser une question intéressante sur ça. Écoutez. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. J'ai regardé un petit peu la presse britannique ce matin. On rappelle que les propos du chef d'état-major britannique ont eu lieu hier. J'ai pas le sentiment qu'en Grande-Bretagne, ça ait choqué, qu'il y ait eu vraiment des on va dire, les politiques qui se sont emparés du sujet. En France, tout de suite, ça a fait, on se souvient, écho, les partis politiques l'ont pris, on dit que le chef d'état-major des armées n'avait pas le droit. Et on a gardé qu'un mot, on a gardé que le mot enfant, en fait. Bien sûr. Sans le mettre dans son contexte. C'est ça, mais est-ce que ça veut dire que l'opinion britannique est davantage préparée à la guerre que l'opinion française? C'est la même chose. Même l'armée britannique, c'est pire que l'armée française. Pourquoi? Parce qu'après le retour en Irak, nous on n'a pas été en Irak, eux, après le retour en Irak, ça a été un tel choc budgétaire pour l'armée britannique, c'est que cette armée a été, je dirais, vitrifiée. Très concrètement, aujourd'hui, c'est une armée qui était comparable à l'armée française il y a quelques années. Depuis 2010, c'est une armée qui a perdu en gros 30% des effectifs. Donc c'est une armée qui est en grande difficulté, mais en même temps qui restait très proche de... Enfin, l'opinion publique britannique est très proche de son armée. Comme l'armée française. Le problème sont les mots qui ont été utilisés. Les mots comment dire, du chef d'état-major du chef d'état-major britannique sont beaucoup plus légers que ceux de Mandon. C'était le premier de la série au passage. Et puis il a été sacrifice quand même. Le mot était très fort. Fils et filles quand même aussi. Beaucoup plus fort que le britannique. D'autant qu'on a oublié la deuxième partie de la phrase où le général Mandon a dit une phrase qui était très importante. Il a dit très concrètement, c'est pas à l'Union européenne de gérer ce genre de problème. C'est aux États de gérer les problèmes de l'aspect régalien. Premier point. Le deuxième point, tout ça, c'est quoi? C'est la prise de conscience, d'une menace, on l'a évoqué, et le deuxième point, du décrochage des Européens. Et c'est incroyable. J'ai vu un chiffre récemment qui est complètement incroyable. Sur les 44 technologies disruptives, 37
sont contrôlés par les Chinois, 7 par les Américains. Nous, 0. Pourquoi? Parce que notre modèle européen est un modèle distributeur, répartiteur. Donc le problème, on est leader en rien. Et l'Europe, que je sache, a toujours été leader en quelque chose. Les Français, rappelons-nous, le Concorde, les centrales nucléaires, le TGV, etc., etc. On n'est plus dans ça. Donc le problème, c'est qu'on se dit, on a un problème existentiel au sens où on n'est plus leader de rien. Et ça, c'est la réaction de l'Europe, très concrètement, qui dit, il y en a marre, on va réagir, on va pas laisser Poutine et Trump nous imposer quelque chose. Et donc c'est une espèce de remise à niveau. Et encore une fois, vous l'aviez évoqué fort justement, c'est il nous faut des budgets. Donc c'est Xavier qui avait... On n'a pas les budgets, donc ça implique une espèce de remotivation générale des opinions publiques pour qu'ils acceptent de se redynamiser, de réinvestir quelque part dans l'industrie de défense. C'est le cœur du sujet. D'autant qu'une fois que vous avez projeté des hommes en Ukraine ou en Pologne, etc., il faut assurer la défense du territoire, il faut créer un nouvel environnement. Il y a des menaces non conventionnelles, des menaces conventionnelles. Et quand les deux se mélangent, ça fait des menaces hybrides. Donc tout ça, on est dans un monde qui est très compliqué pour des gens qui étaient plutôt sur un modèle assez décontracté, puisque les Français étaient qu'à 2% du PIB. Alors les Polonais remontent, mais on était quand même relativement léger par rapport aux besoins et à la menace qui était littéralement existentielle. Il y a une personne qui est d'accord un petit peu avec tout ce que vous dites sur le plateau depuis tout à l'heure, c'est Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées françaises. Il était chez David Pujadas hier soir dans 24 heures. Et écoutez ce qu'il disait, il réagissait notamment aux propos du chef d'état-major français, mais évidemment ça fait écho également aux propos de Richard Neyton. Écoutez. Le général Mandon a eu raison sur le fond, évidemment. Après, il y a eu une polémique sur les enfants. Le terme était peut-être pas bien choisi, puisqu'il voulait parler évidemment des engagés. Nous sommes dans une armée professionnelle. Mais sur le fond, le général Mandon a raison. La cohésion nationale, l'unité nationale, je crois que c'est essentiel si on veut asseoir la base arrière d'un quelconque conflit. Et moi, je vois bien plus loin que le seul conflit ukraino-russe, évidemment. Vous êtes d'accord avec ces propos, Sébastien Bis ? Oui, je voudrais juste aussi insister sur 3 nuances entre la déclaration du SEMA français et le SEMA britannique. Sauf erreur de ma part, le ministère a annoncé la déclaration du SEMA britannique la veille en disant qu'il allait s'exprimer sur ce sujet et en ces termes. Ça a été un peu anticipé. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas été fait côté français. La deuxième chose, c'est qu'il s'est exprimé devant un think tank de sécurité et pas devant un congrès des maires anglais. Donc le public était un peu différent, déjà très sensibilisé, on l'attendait sur ce registre. Et puis évidemment, troisième petite nuance non négligeable quand même, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui dans la société française comme dans d'autres États membres européens des questions qui se posent de plus en plus sur le coût de cette guerre en Ukraine. Je rejoins complètement Violetta. C'est-à-dire les Ukrainiens se battent pour nous, mais nous ne regardons pas cette réalité et nous on regarde de plus en plus l'addition budgétaire augmenter. Et donc en plus quand vous avez le SEMA qui dit qu'il va peut-être falloir aller au front et peut-être aller sur le terrain derrière, vous rajoutez une pile. Côté anglais, le contexte est différent, mais la perspective de l'Ukraine dans l'Union européenne ne les concerne pas. Et c'est quand même un sujet je trouve, on sous-estime de plus en plus dans la classe politique et sociétale française. Beaucoup de gens redoutent l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne pour différentes raisons. C'est quelque chose qui politiquement devra être traité pour éviter justement qu'il y ait un emballement des incompréhensions parce que les sociétés vont mal poser les sujets. 15 secondes, très brièvement. Très rapidement, sachant qu'aujourd'hui, avec le retrait annoncé des États-Unis de l'OTAN, investir et soutenir l'Ukraine, en fait, c'est investir dans notre propre défense et sécurité. L'armée ukrainienne, qui est aujourd'hui l'armée la plus puissante, en fait, sur le continent, la plus aguerrie. Il y a cette alliance aussi ukrainienne-européenne qui, de facto, arrive à retourner le jeu de Poutine et de Trump à chaque fois. On se souvient encore des sommets en Alaska. On voit maintenant aussi ce qui se passe à Berlin. On impose en fait un tempo. Et donc, de facto, pour moi, aujourd'hui, l'Ukraine fait partie déjà de cette alliance, de ce qui va devenir l'Union européenne façon 21e siècle.